8h41, vous êtes toujours sur Studio Kalita. Notre invité ce matin, c'est Ariel Kandel. Bonjour Ariel, merci d'être avec nous ce matin. Bokertov, vous êtes directeur de Kalita. On va parler beaucoup d'Alia dans cette interview et on va commencer tout de suite par une démarche de l'organisation Kalita. Qui a permis d'annuler une décision du ministère des Finances concernant le Sal Klita, le panier d'intégration. Alors d'abord, racontez-nous de quelle décision il s'agit, une décision qui était censée entrer en vigueur en 2019 dans le budget qui a été voté vendredi par le Conseil des ministres. Donc finalement, c'est pas une décision, c'était une proposition en fait, une proposition qui a été proposée. Enfin, plus qu'une proposition qui a été inscrite au budget de l'État pour l'année 2019. C'était un des postes du budget de 2019. Voilà, exactement. Et donc, dans cette proposition déjà écrite dans le budget 2019 de l'État d'Israël, en fait, à notre grand étonnement, on va dire ça comme ça, il a été inscrit là-bas qu'à partir de 2019, a priori, tout Olé Hadash, toute famille qui viendrait avec un patrimoine de 500 000 shekels, donc à peu près 100 000 euros, un peu plus de 100 000 euros, se verrait retirer le droit de recevoir le panier d'intégration. Totalement ? Totalement. C'était ça la proposition. Et de reverser une partie de cet argent, on va dire, économisé, à des familles qui ont plus de besoins. Donc c'était une décision quand même qui visait plus particulièrement les nouveaux émigrants qui venaient des pays comme la France ou les États-Unis. Oui, les pays occidentaux, effectivement. Alors, ce qui est important de dire, c'est qu'en théorie, et ça a été dit sur notre antenne par le député Alalouf la semaine dernière, en théorie, de faire un panier d'intégration différentiel, c'est peut-être quelque chose qui peut être fait. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens qui ont vraiment les moyens, qui viennent du 16e arrondissement, du 17e arrondissement, etc., de Paris, peut-être ont moins besoin de recevoir cette somme d'argent qui va être moins pertinente dans leur intégration en Israël. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut entendre. Mais le problème était de savoir à partir de quel montant on estime qu'une famille a moins besoin de ce panier d'intégration. Or, un patrimoine de 100 000 euros, c'est quelque chose de rien du tout. On peut même imaginer des familles qui viennent avec aucun moyen de France et qui ont ici en Israël reçu par exemple en héritage un 2 pièces à Sderot. Et dans ce cas-là, ils n'auraient pas reçu le panier d'intégration. Et ça, c'était impossible. Et donc, nous avons écrit effectivement au ministre des Finances, Moshe Kahlon, pour lui expliquer l'incohérence totale de cette décision, en expliquant qu'effectivement, pourquoi pas appliquer donc, une différence entre les Olim, mais que le montant de 500 000 shekels était complètement aberrant. Et donc, finalement, lorsque le budget a été voté, cette décision, cette proposition de retirer le Sal Klita aux personnes ayant un patrimoine de 500 000 shekels a été retiré du budget. A été retiré du budget. Donc, c'est une certaine victoire pour Kalita. Est-ce que vous avez l'impression, justement, que les demandes des Olim Hadashim, enfin en tout cas des organisations qui représentent les Olim Hadashim de France, sont plus écoutées aujourd'hui par les ministères, comme le ministère Ça dépend des cas en fait. D'abord, ce que ça prouve, cette histoire prouve qu'il faut être sur le pont, comme on dit. Il faut être constamment en alerte de savoir ce qui se passe dans l'actualité. Parce qu'on peut se lever un matin, jamais on n'aurait imaginé il y a une semaine encore qu'une telle proposition soit mise sur la table du gouvernement israélien. Comment on l'a su? On a reçu tout simplement... évidemment, on a pas mal de relations au sein du gouvernement, au sein de la Knesset, et également au sein de la presse israélienne. Et donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui bouge, il y a quand même des gens qui savent que Kalita existe et donc qui nous envoient ça justement pour nous dire attention, il y a quelque chose qui est en train de bouger, donc il faut réagir. Et donc, un de nos rôles et un de mes rôles personnels est justement d'être en alerte de ce genre de choses et d'agiter ce qu'on appelle en hébreu des drapeaux rouges, comme ça, pour dès qu'il y a quelque chose qui se passe, pour essayer justement de remettre, on va dire, les choses en place. C'est un peu ce qui s'était passé également durant la fête de Sukkot, lorsque l'État d'Israël avait décidé également subitement, en plein milieu de la fête, de retirer le programme du ministère des Affaires sociales concernant les Olim de France, qui leur permettait justement de recevoir des services sociaux en France et en Israël. Et là, pareil, en plein milieu de la fête de Sukkot, à la Moed, on a dû agiter les fameux drapeaux rouges. Alors, comment on agite ces drapeaux rouges? Vous avez des relations, bien entendu, au niveau du ministère, aussi au niveau des députés. Il y a des députés qui agissent plus en faveur des Olim? D'abord, il y en a qui... D'abord, dans ce genre de cas, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement parler avec les différents ministres, les différents députés, également parler avec la presse israélienne, c'est comme ça que ça marche en Israël. Faire pression voilà, et puis je pense que c'est important pour nos auditeurs de comprendre. Certains parfois ne comprennent pas ce genre de démarche qui disent à chaque fois il faut aller
il faut aller se plaindre. Non, alors c'est pas se plaindre. C'est comme ça que ça marche en Israël. En Israël, d'abord, on est en famille, premièrement. Donc c'est pas maintenant la presse française qui est en train de gérer ce qui se passe en Israël. On est en famille. On discute avec les députés, avec les ministres, avec la presse. On lave entre guillemets notre linge sale en famille. Et c'est comme ça que ça se fait. Et il faut savoir qu'au sein des autorités israéliennes, de la Knesset, des ministères ou même de la presse israélienne, c'est tout à fait normal. Et au contraire, ils nous encouragent. Très souvent, même les ministres et les députés nous encouragent à faire entre guillemets plus de bruit justement pour mettre sur la table pour essayer justement de faire changer des décisions comme ces décisions qui auraient pu être prises et qui auraient pu être adoptées par donc le gouvernement israélien. On va parler un peu d'Aliyah puisque nous sommes en début d'année 2018. On va parler un peu de 2017. Comment s'est passée l'année 2017 au niveau de l'Aliyah de France? On a déjà des chiffres? Ah oui, on a des chiffres, hein. Donc c'est autour de 3500 olim. Alors certains diront, ça dépend comment on regarde, on peut regarder le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Donc le verre à moitié plein, c'est de dire que c'est quand même 3 fois plus que la moyenne de la majorité des années de l'État d'Israël qui était autour de 1000-1200 olim de France. Et puis certains diront que malheureusement c'est quand même la moitié du pic qu'on avait atteint à l'époque 8000 il y a 2 ans. Alors d'un côté, je pense qu'il faut regarder un peu les deux. D'un côté, c'est sûr que c'est très important d'avoir 3500 olim et que c'est toujours 3 fois plus que la moyenne, on va dire, historique. Puis d'un autre côté, vu qu'on est ici des gens qui sont extrêmement optimistes, on va dire, et pragmatiques, je dis tout le temps que si dans la fameuse étude de l'IFOP d'il y a 2 ans, 43% des Juifs de France ont dit vouloir faire leur Aliyah, et 13% des Juifs de France ont dit vouloir faire de façon sérieuse leur Aliyah et à court terme. Donc ça voudrait dire qu'aujourd'hui, on a autour de 60 000 Juifs en France qui aimeraient faire l'Aliyah à court terme et 200 000 qui pensent à l'Aliyah. Donc à partir de là, je pense qu'il y a quand même un gros décalage entre le potentiel et encore beaucoup de travail. Oui, c'est-à-dire qu'encore une fois, on n'est pas là pour aller convaincre tous les Juifs de France à venir en Israël. C'est-à-dire que d'un côté, il faut écouter les gens, il faut respecter la vie des gens et ne pas les convaincre et les forcer à venir en Israël. Mais si quelqu'un a comme rêve de venir en Israël, a comme souhait de venir en Israël, mais qui ne peut pas le faire pour diverses raisons, à partir de là, oui, il est complètement de notre devoir de les aider à le faire. Et là, on intervient également en termes d'intégration, parce que finalement, le meilleur encouragement à l'Aliyah, c'est l'intégration. Et alors, on va revenir justement sur ces opérations qui ont été faites, ces batailles, on va dire, menées par Kalita justement pour améliorer l'intégration des olim, en particulier les olim de France en Israël. Avant ça, est-ce que vous avez un portrait un peu est-ce qu'il se dessine un portrait du nouvel immigrant français? Alors c'est une bonne question. En tout cas, on sait ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire que lorsque l'Aliyah des Juifs de France a débuté, la grosse vague des 30 000 Juifs sur ces 3-4 dernières années a commencé, excusez-moi, évidemment pour beaucoup d'Israéliens et beaucoup de décisionnaires, on va dire, à la Knesset et dans les ministères israéliens, ils s'imaginaient que tous les Français étaient extrêmement riches, qu'ils avaient tous 3 appartements en Israël, qu'ils avaient tous un doctorat à la Sorbonne, etc. Donc on a dû un peu, non pas déconstruire, mais un peu expliquer qui étaient ces gens-là, qui étaient les Olim de France, et que c'était peut-être un peu plus compliqué, qu'ils avaient besoin peut-être beaucoup plus d'aide que ce qu'on pourrait croire, surtout en termes d'intégration professionnelle, chose qui n'est pas encore parfaite ici en Israël. Donc à partir de là, ça c'était très important de l'expliquer. C'est tellement important votre question que justement dans les jours que nous vivons aujourd'hui, nous sommes en train justement de mettre en place un sondage, pas un sondage, mais une étude en fait, qui va permettre justement de savoir qui sont les Olim de France ici en Israël. Cette étude qui sera faite dans les prochaines semaines et qui sera ensuite publiée dans la presse nationale et qui permettra justement d'avoir ce profil-là, entre autres pour faire comprendre aux autorités que le Olé de France a oui besoin de certaines aides et qu'on ne croit pas, encore une fois, il faut comprendre qu'aujourd'hui... Ça va casser un peu peut-être ce qu'on pense des Olim Khadashim. Je ne sais pas si ça va casser, mais il faut bien faire comprendre aujourd'hui, c'est un de nos grands combats, de savoir que les familles de France aujourd'hui ont besoin d'aide en termes d'intégration. Aujourd'hui, pour être très précis et très honnête, aujourd'hui les jeunes qui viennent en Israël après l'âge de 18 ans ont énormément de possibilités via les programmes Massa, par exemple, ou via les programmes de l'Ulpan Etzion en termes d'intégration. Par contre, les familles reçoivent le Sal Klita, qui a été en danger en plus ces derniers jours, reçoivent 500 euros d'Ulpan. Et au-delà de ça, il faut bien comprendre que
Aujourd'hui, en gros, on va dire en général, les familles qui viennent de France n'ont rien d'autre. Et il y a d'autres possibilités. Alors on pourrait dire pourquoi avoir d'autres choses, mais ça existe. Il faut savoir que pour les aliotes d'Éthiopie, de Russie, etc., il y a d'autres aides qui sont mises en place. Il y a des merkaz eklita, des centres d'intégration qui sont mis en place. On pourrait penser à des centres d'intégration peut-être rénovés pour les Français. Il y a des programmes professionnels qui comprennent et le logement, et l'ulpan, et la formation, et le placement en entreprise qui existe également pour pratiquement 1000 familles aujourd'hui d'Olim Khadashim en Israël, avec aucun Français qui sont dans ces programmes-là. Donc il y a des possibilités. On a ouvert ici un centre de l'intégration à Jérusalem le 1er avril dernier. On est aujourd'hui démarché par d'autres, on va dire, localités israéliennes pour peut-être en ouvrir d'autres dans le futur. Et ça prouve encore une fois qu'aujourd'hui, la société israélienne... C'est des actions privées qui n'ont rien à voir avec le gouvernement. Ça a à voir, parce que ça a à voir non pas avec le gouvernement, mais ça a à voir avec ce qu'on appelle avec les fonds publics. Parce qu'à partir du moment où on crée ce qu'on appelle donc un centre de l'emploi dans une localité, ici à Jérusalem, c'est en coopération avec la mairie de Jérusalem. Si on ouvre demain ou après-demain un autre centre de l'emploi dans une autre ville israélienne, vous imaginez bien qu'on est aujourd'hui en contact avec d'autres localités qui aimeraient également investir dans ce genre de choses. Donc ce n'est pas effectivement au niveau des ministères, mais c'est oui au niveau des mairies, des localités et donc aussi des fonds publics. Alors on va parler un peu des combats qui ont été menés justement par Kalita en 2017 et ceux qui vont être aussi menés, on a déjà parlé d'un des combats, c'est justement un peu de changer la vision des Olim Khadashim dans le public israélien. On a beaucoup parlé en 2017 des équivalences pour en particulier les médecins, les infirmières, on en est où de ce côté-là? Oui, alors les médecins, il n'y a jamais eu de problème en fait, à part pour les généralistes ou pour certains d'entre eux donc, qui ont le droit d'exercer en Israël mais dont leur spécialité de généraliste n'est pas reconnue. On ne va pas rentrer dans les détails, mais pour certains d'entre eux, c'est encore un souci. Aujourd'hui, donc, pour les pharmaciens, l'affaire est réglée. Pour les dentistes, l'affaire est réglée. Pour les internes en médecine qui voulaient faire leur spécialité en Israël, l'affaire est également réglée. Et nous sommes depuis plusieurs mois maintenant dans un... Alors là, on peut dire carrément un combat, parce que c'est... faut pas avoir peur des mots, dans un combat acharné face au ministère de la Santé, concernant le diplôme des infirmières. Pour deux raisons. D'abord, parce qu'encore une fois, on l'explique, on va le réexpliquer peut-être, c'est un véritable scandale, cette histoire, il faut dire les choses. On parle de gens qui ont étudié en France, qui ont le droit d'exercer dans toute l'Europe, plus de 500 millions d'habitants, plus le Canada, qui font partie donc d'un système de santé qui est reconnu en Israël globalement, puisque les médecins, les dentistes, les pharmaciens, les internes ont le droit de pratiquer en Israël. Et alors c'est d'autant plus grave, on pourrait dire comme ça, qu'il y a aujourd'hui en Israël un manque crucial, on va dire, d'infirmières dans les hôpitaux israéliens. Et il y a même des hôpitaux israéliens aujourd'hui qui ont des places d'infirmières qui ne sont pas placées parce qu'il y a à cause de ce manque-là. Une pénurie, voilà, exactement. Et donc à partir de là, c'est un combat, c'est vraiment un combat. On en est où dans ce combat ? On en est où ? C'est une bonne question. Alors la réponse, elle est qu'aujourd'hui, l'infirmière en chef a décidé de transformer ce qu'on appelle l'examen écrit en examen oral. Alors d'un côté, c'est une bonne chose parce que quand on fait un examen pratique, un examen oral, on a peut-être moins besoin de réviser et c'est peut-être moins compliqué également en ivrite. D'un autre côté, ça devient complètement subjectif parce que l'examen écrit en Israël est un examen, ce qu'on appelle un QCM. Donc c'est un ordinateur qui vérifie les réponses. Lorsqu'on passe un examen oral, ça devient complètement subjectif. Et au bon vouloir des gens qui examinent, qui voient donc les réponses des candidats. Et donc on continue dans notre... Alors on pourrait voir ça comme une avancée, mais je vous dis très franchement, on ne voit pas véritablement ça comme une avancée. Et nous continuons au jour le jour dans un combat qui va essayer d'amener à l'annulation totale de l'examen d'équivalence des infirmières pour leur permettre d'exercer ici en Israël. Quelles sont les prévisions pour 2018 pour terminer, Ariel ? Alors les prévisions, d'abord, encore une fois, il faut être optimiste. Donc, alors sur l'Aliyah, c'est compliqué de dire, de savoir combien de Olim vont venir. Peut-être que ça sera plus ou moins... Mais est-ce qu'il y a des combats que vous avez envie de mener alors ça, j'en ai toujours envie de mener des combats. Et puis le jour où j'aurai plus envie de mener des combats, je changerai de métier, on va dire ça comme ça. Oui. C'est un métier où il faut être très, 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 encore une fois, en alerte. Donc... essentiellement intégration et encore intégration, et surtout intégration professionnelle. On voit que c'est aujourd'hui véritablement le fer de lance de l'intégration, c'est de permettre aux gens de s'intégrer professionnellement, avec également un œil particulièrement, on va dire, sur l'intégration des collégiens et des lycéens, en sachant que là, en général, lorsque les familles arrivent, lorsqu'on est des enfants en primaire, c'est un peu plus facile, lorsqu'on est des enfants au collège ou au lycée, c'est un peu plus dur. Donc on a quand même un œil sur ça, et on continue également à aider toutes les associations
qui le souhaitent à pouvoir développer tous leurs projets, et particulièrement sur l'éducation. Et bien évidemment, le fameux projet également de bénévolat du Kali-Time, aujourd'hui 850 bénévoles, qui sont en train d'être contactés vraiment dans ces jours-là. Je pense que d'ici la fin de la semaine prochaine, on aura contacté tous les Olim qui ont demandé de l'aide via ces bénévoles extraordinaires. Et je pense que dans l'année 2018, nous ouvrirons également ce projet-là à la société israélienne en demandant aux Sabra hébraïsants également de nous aider dans l'intégration des Olim et pas simplement des Olim Khadashim, d'autres Olim Khadashim ou des Olim Vatikim, les anciens Olim, comme vous et moi, cher Olivier, qui aidons au jour le jour cette alliée des Juifs de France. Vous pensez justement que les Olim de France ont beaucoup apporté à la société israélienne ? Complètement. J'en suis de plus en plus persuadé. Tous les jours, on voit ça. Je pense qu'aujourd'hui, très souvent, la presse et la politique israélienne essayent justement de séparer, de créer des murs entre les différentes classes, on va dire les différentes couches de la société israélienne. Mais d'un autre côté, je pense qu'aujourd'hui, les Israéliens de souche ont de plus en plus envie de se réunir. J'ai presque envie de dire que les Haredim sont un peu moins Haredim, les Chilonim sont un peu moins Chilonim. Et dans ce défi-là, on va dire, les Juifs de France ont un véritable rôle à mener, vu que nous avons tous vécu dans un judaïsme, on va dire pluraliste, où tout le monde avait sa place, plus ouvert exactement, et où on pouvait, et moins, on va dire, sectorisé. Et donc, je pense qu'à long terme, et même à moyen terme et même à court terme, les Juifs de France doivent apporter cette idée-là d'un judaïsme pluraliste, on va dire, au sein de la société israélienne. Merci Ariel d'avoir fait un peu le point de la Aliyah et de mener ces combats pour les nouveaux émigrants. Merci à vous et un grand Mazel Tov à la maman.